Comment vit-on la blessure de la trahison quand on est un enfant issu d'une famille dysfonctionnelle d'un parent maltraitant, le fameux dévoreur d'âmes? Welcome back mes belles lumières d'amour et bon retour sur cette chaîne, la chaîne Alice Light, les enfants de la lumière. Si vous ne connaissez pas encore cette chaîne, je me présente, je m'appelle Alice Light. Je suis, puisqu'on est toujours l'enfant de ses parents, l'enfant d'un parent que j'appelle le dévoreur d'âme, d'un parent maltraitant. Et aujourd'hui, je témoigne, je dénonce, je mets en parole ce que j'ai vécu dans l'enfance. Je laisse mon enfant intérieur s'exprimer et toutes ses blessures ressortir pour tout simplement mettre en lumière en fait ce qui peut arriver si vous aujourd'hui vous avez des enfants avec un conjoint dévoreur d'âme, ou en tout cas peut-être ce que vous avez vécu vous-même dans l'enfance, et tout simplement pour l'accueillir, l'accepter, le dépasser et vraiment en tout cas aller travailler vos blessures émotionnelles afin que vous puissiez vivre votre meilleure vie. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous comment, en tant qu'enfant de parents de dévoreurs d'âme, on vit la blessure de trahison, l'une des 5 blessures de l'âme dont Lise Bourbeau nous parle. De manière générale, Lise Bourbeau nous explique que la blessure de trahison, elle s'éveille entre à peu près 2 et 4 ans. Avec qui elle est déclenchée? Avec le parent du sexe opposé. Donc si vous êtes un homme dans votre enfance, cette blessure a pu se déclarer avec votre maman, et si vous êtes une femme, avec votre papa. Donc en fait, ce qui va se passer chez l'enfant qui vit des expériences où il se sent trahi par le parent, il va tout simplement adopter le fameux masque qu'on appelle le contrôlant, c'est-à-dire celui qui doit tout contrôler. Alors, contrôler dans quel sens? Contrôler pour faire en sorte que les engagements soient respectés les uns par les autres. Donc ça fait quoi? Ça fait que cet enfant, souvent, il sera très loyal, il va tout faire pour respecter ses propres engagements, être responsable, être fidèle. Voilà, il y aura vraiment des notions, des valeurs très fortes là-dessus. Et en fait, ce sont aussi les gens qui ont une grosse blessure d'abandon. Alors je vous rappelle que les blessures, on peut les avoir à 5%, 20%, 40, 50, 60. Donc on peut avoir toutes les blessures, on peut tous avoir toutes les blessures, mais à différents pourcentages. Et les personnes qui ont vraiment ce besoin de contrôler l'autre, en fait ce sont souvent parce qu'ils ont vécu tellement de trahison dans l'enfance, et ils vont voilà avoir besoin de tout planifier, etc. Enfin c'est assez, ça peut être assez étouffant quand on est autour d'eux. Voilà, c'est un peu c'est pas juste le côté perfectionniste. C'est la personne qui est vraiment très responsable d'elle et qui attend que l'autre soit responsable, que l'autre soit loyal, que l'autre respecte ses promesses, etc. etc. Et donc voilà, ils sont vraiment dans cette notion-là totale de contrôle. Ils peuvent avoir le besoin de s'imposer physiquement, de s'imposer aussi des exigences très hautes, très fortes avec eux-mêmes. Ce sont des gens qui sont très exigeants. Ce sont des gens qui cherchent tout le temps à avoir raison. Il faut absolument qu'on soit d'accord avec eux, parce que si on n'est pas d'accord avec eux, voilà, c'est que ça va pas. Donc c'est pas le genre de personne c'est le genre de personne qui va chercher à avoir raison pour que vous ayez la même opinion qu'eux, et ils vont chercher à vous convaincre que leur opinion, c'est la seule opinion qui existe, c'est la vérité absolue, et que vous devez penser comme eux. Putain, ça me rappelle mon ex. Donc voilà, donc ces gens-là ne comprennent pas en fait que leur vision des choses n'est pas celle de l'autre, voilà, et qu'on n'est pas tous pareils, n'est-ce pas? J'ajouterais que ce sont des gens qui ont beaucoup d'ego, et qu'en fait ils vont tendance à avoir reproché à l'autre des comportements que eux-mêmes vont faire. Donc ils supportent pas le mensonge, ils supportent pas la trahison, mais ils vont pas hésiter à mentir aux gens. Donc voilà, là je vous fais un résumé de ce que Lise Bourbeau nous explique. Alors il y a beaucoup plus de choses à dire que là-dessus. Maintenant, moi je vais vous parler de ce que l'on vit en tant qu'enfant de dévoreur d'âme, comment on vit la trahison quand on vit au sein d'une famille dysfonctionnelle, où la domination et la prise de pouvoir sont les enjeux principaux qui dominent les relations, même entre frères et sœurs, conjointes et conjoints, entre les deux parents donc, et aussi d'un enfant à l'adulte. Je vais essayer de vous expliquer un peu des choses que j'ai vécues dans l'enfance, que j'ai interprétées dans mon émotion comme étant vécues par trahison. C'est-à-dire que peut-être que vous avez connu ces blessures-là aussi avec votre parent narcissique, votre parent dévoreur d'âme, et vous les avez peut-être interprétées plus comme étant une blessure d'injustice, ou plus comme étant du rejet ou de l'abandon. Moi, ce sont des choses que je trouve qui ne m'ont
plus amené à ressentir de la trahison, à être dans la blessure de trahison qu'autre chose. Rappelez-vous qu'un comportement peut engendrer une blessure différente d'un individu à un autre, quelqu'un pour le même événement, pour le même vécu, pourra vivre de l'abandon, quelqu'un d'autre du rejet, quelqu'un d'autre de la trahison. Eh bien, l'une des premières choses que j'ai constatées en ayant un parent dévoreur d'âme, c'est qu'en fait, la plus grosse trahison qui va se passer dans la relation entre le parent et l'enfant, ça va être autour de la confiance. Je trouve que la confiance, elle est totalement détruite par le parent narcissique à travers ses comportements. Et je parle bien de comportement et non pas de parole ou d'intention, mais bien de comportement. Donc ce sont dans les actes du parent que la confiance va être déstructurée. Car c'est très important quand on est parent de montrer à l'enfant que cet enfant peut nous faire confiance et qu'il peut établir un lien avec nous dans l'intime de confiance, un lien où si l'enfant a du mal à s'exprimer dans le monde extérieur, en tout cas quand il est dans la maison, il peut se sentir en sécurité, il peut dire ce qu'il ressent et il peut demander de l'aide à ses parents. Eh bien, dans un premier temps, je dirais que la première chose qui m'a vraiment frappée, en essayant de vous faire cette vidéo, c'est que finalement, on ne peut pas se sentir dans la confiance, dans le lien avec le parent dévoreur d'âme. Donc là, même si Lise Bourbeau nous parle que la blessure de trahison, elle va s'activer avec le parent du sexe opposé, et je suis tout à fait d'accord sur certains points que j'ai pu repérer où ma blessure de trahison s'est activée avec mon père du sexe, donc mon parent étant mon père, le parent du sexe opposé, je trouve que de manière générale, quand on a un parent dévoreur d'âme, la trahison, elle va venir de par les comportements du parent dévoreur d'âme, quel que soit son sexe. Donc on est bien dans cette notion le parent dévoreur d'âme va agir d'une manière où on va se sentir blessé et trahi. Donc la confiance, on ne peut pas lui faire confiance et on ne se sent pas en sécurité à la maison. C'est très compliqué de vivre avec dans une famille dysfonctionnelle où on ne peut pas faire confiance à son parent. Vous imaginez un petit peu ce que c'est? Je pense que la plupart d'entre vous qui sont sur ma chaîne, vous l'avez vécu. Donc moi, je ne sais pas ce que c'est que de vivre dans une maison où je me sens en sécurité. Posez-vous la question, est-ce que votre parent sain s'est déjà senti en sécurité chez lui avec ce conjoint dévoreur d'âme? Posez-lui la question, vous seriez surpris de la réponse, je pense. Donc, si nos parents se sentent pas en sécurité eux-mêmes au sein de la famille, il est évident que nous non plus, en tant qu'enfants, on risque pas de se sentir en sécurité. Et cette insécurité, elle est vraiment mise en place par tous les comportements dangereux du parent dévoreur d'âme. Donc, je pense à la crise de rage. La personne, elle peut piquer une crise de rage sans élément déclencheur, qui n'est pas du tout en lien avec ce qui se passe, avec ce qu'on dit, avec ce qu'on fait, avec la situation actuelle. C'est brusque, ça prévient pas, et tout ça vont faire... Ce sont des comportements violents, d'emprise, hein, parce qu'il y a dans la crise de rage, il y a vraiment un besoin de dominer l'autre à travers cette crise de rage. Le but du dévoreur d'âme, c'est d'écraser et de dominer l'autre. Et donc, avec ce genre de comportement, quand on a un parent comme ça, comment est-ce qu'on peut se sentir en sécurité? On ne se sent pas en sécurité. Et ce sentiment de sécurité, en tout cas chez moi, a vraiment créé, en tout cas favorisé, l'arrivée de la blessure, de la trahison. Et je dirais que ça aussi... engendrer une grosse blessure d'abandon, je dirais. Donc pour moi, absence de confiance et de sécurité égale blessure de trahison et d'abandon. Le deuxième point que j'ai noté, ce sont les promesses. Vous aurez sans doute noté, et là je pense qu'il n'y en a pas un qui me dira le contraire, que le parent dévoreur d'âme, il ment tout le temps. Et oui, ce sont des menteurs sur pattes. Alors je parle pas du parent qui va mentir pour le Père Noël, qui va mentir pour favoriser une situation, genre parce qu'il est gêné d'expliquer à ses enfants comment on fait des bébés. Non, moi je parle pas des mensonges du parent qui est gêné pour expliquer la vie à son enfant. Non, moi je parle des putains de vrais mensonges en fait. Je parle du parent qui va affirmer à son enfant qu'il va faire quelque chose, alors que l'enfant des fois il a rien demandé, hein, mais qui va pas le faire. Par exemple, il y a un anniversaire, je vous donne cet exemple-là, il y a un anniversaire, l'enfant il demande à son parent si le parent pourra l'emmener, si avec son travail c'est ok. Le parent lui dit oui, oui c'est bon, je te promets, je vais t'emmener, il n'y a pas de souci, je travaille pas, c'est bon, c'est parfait, on s'arrange, c'est ok, tout est réglé. Et puis le jour J de l'anniversaire, le parent il va pas emmener l'enfant en fait. Oh mais écoute, j'ai autre chose à faire, c'est pas important, c'est qu'un anniversaire, on s'en fout, de toute façon t'en auras d'autres, pourquoi je t'emmènerais, j'ai autre chose à faire. Alors que le parent est libre, il travaille pas, finalement il tient pas sa promesse. Et ben ça par exemple c'est le genre de promesses qui peuvent être extrêmement blessantes pour un enfant, parce que dans les faits, le parent a affirmé, il a confirmé, il a même dit ou montré à son enfant qu'au niveau du planning c'était ok, qu'il s'arrangeait dans son travail pour, et le jour J venu, l'heure venue, le moment T venu, et plus rien. Et ce genre de promesses, elles peuvent être très très mal vécues par l'enfant, ça peut engendrer l'abandon, le rejet,
l'injustice. En tout cas, chez moi, ça a plutôt engendré la trahison. Pourquoi trahison? Parce que derrière la trahison, il y a beaucoup de colère. Derrière la blessure d'injustice et de trahison, je dirais qu'il y a beaucoup de colère. Et derrière la blessure de rejet, bon, bah, il y a le sentiment de ne pas exister, de ne pas... bah oui, de ne pas pouvoir croire en son parent, de ne pas pouvoir croire en soi. Mais je dirais que voilà, on n'est pas vraiment sur la colère. Et derrière la blessure d'abandon, il y a le sentiment de ne pas être soutenu, d'être délaissé par son parent, vraiment d'être délaissé là où on se sent inexistant dans la blessure de rejet. Donc vous voyez que un même événement peut créer une émotion différente chez l'enfant. Donc posez-vous la question, quand ça m'arrive, quand mon parent me traite comme ça, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je ressens de la colère? Est-ce que j'ai envie de tout casser? Est-ce que je trouve que c'est pas juste? Donc là, blessure d'injustice. Est-ce que je suis pas d'accord parce que bah je me sens trahie, ou est-ce que je me sens abandonnée, délaissée, ou est-ce que j'ai l'impression de pas exister pour mon parent et que je ne suis rien? Donc en fonction de ces pensées-là, vous n'allez pas avoir la même blessure qui va être, et on peut en avoir plusieurs. On peut à la fois avoir l'impression qu'on n'est rien, blessure de rejet, et à la fois être en colère, blessure de trahison, et à la fois trouver que c'est injuste, blessure d'injustice. On peut avoir trois, quatre blessures pour un même événement. Donc voilà, moi je pense vraiment, pour moi la promesse, les promesses et les mensonges du parent narcissique sont vraiment ressortis pour moi en essayant de vous faire la vidéo de la blessure de trahison. Clairement, moi, mon parent dévoreur d'âme me mentait en permanence tout le temps. Elle ne tenait jamais ses promesses, elle me faisait même croire des choses, elle inventait des histoires qui n'étaient pas vraies pour justifier après bah, le fait qu'elle allait pas tenir sa promesse. C'est un truc de fou, hein. Je me rappelle de quand j'avais 7 ans. Il y avait une de mes meilleures amies qui m'avait invitée à son anniversaire. Moi, j'avais reçu la lettre avant et j'avais demandé à ma mère si c'était possible de m'emmener, si mon père pouvait m'emmener, etc. Et en fait, et j'avais dit oui pour le cadeau, comment on fait? Oh t'inquiète, j'ai acheté un cadeau, t'es sûre, j'aimerais bien venir et tout. Ma mère m'avait interdit de venir avec elle. Elle avait dit qu'elle irait acheter le cadeau quand je serais à l'école, tous les jours pendant 15 jours. Hein. Mais vraiment, puis moi je suis têtue, hein, moi je lâche pas l'affaire. Hein. Tous les jours j'étais là, alors t'as acheté le cadeau, c'est quoi? Oui, je l'ai acheté. Tu peux me le montrer? Non, il est emballé, je te le montrerai pas. Bah il est où dans la maison? Et elle faisait inventer toute une histoire pour me dire qu'il était caché, machin, gna. Donc en plus, il mente sur quelque chose qui n'est pas fait, sur quelque chose qui est inexistant. Et le jour J, quand elle m'emmène, parce que c'était dans le même quartier, bah en fait, elle avait pas acheté le cadeau. Et moi, je la regarde, je dis, mais comment ça, t'as pas acheté de cadeau? Ça fait une semaine que tu me dis que t'as acheté un cadeau. Donc votre parent, il va vous mentir, mais tous les jours, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Il n'hésite pas, c'est-à-dire qu'il va tenir le mensonge. Donc voilà, on peut vivre ce genre de choses. Là, je vous parle d'un cadeau, mais c'était constant. Ça va être sur un projet, ça va être sur une heure de travail, ça peut être sur n'importe quoi. Et en fait, je trouve que la difficulté de vivre avec un parent comme ça, c'est qu'on pour moi, c'est un traître. Ses parents, ce sont des traîtres. J'avais l'impression d'être en permanence entourée de traîtres. Pour moi, la vie de famille, c'est de la trahison en permanence. C'est que des traîtres. Ces gens-là ne sont que des lâches, ne sont que des traîtres. Aujourd'hui, je n'en pense pas différemment. Et c'est pour ça que c'est hors de question que je fréquente des amis qui savent pas tenir des promesses. Enfin, en fait, je demande pas aux gens de me faire des promesses. Me faites pas de promesses. Je veux dire, je m'en fous. Si vous pouvez pas faire quelque chose, le faites pas, c'est pas grave. Vous voyez, ça c'est même logique. Je vais pas demander à quelqu'un s'il peut pas de tenir une promesse. Et les gens en fait qui préfèrent mentir, retourner leur veste au dernier moment, ben ouais, pour moi, ça va activer la blessure de trahison. Et je pense que ça va en parler à beaucoup parce que ça va me rappeler tous ces événements que j'ai vécus dans l'enfance. En fait, c'est simple. Si les gens qui m'entourent sont pas capables de faire quelque chose, bah, qu'ils le fassent pas, c'est ok. Mais qu'ils me disent pas qu'ils vont le faire alors qu'ils le fassent pas. Ça, par contre, je suis pas d'accord parce que quand on a la blessure de trahison, comme on sait ce que c'est que de se sentir trahi, nous, avec la blessure de trahison, on va avoir tendance à être hyper loyal envers les autres. Donc, quand quelqu'un nous fait croire qu'il va faire quelque chose et qu'il le fait pas, eh ben, on a la sensation que c'est un gros traître, un gros lâche et qu'il n'est pas loyal. Et les gens qui ont vécu une très forte blessure de trahison, ils ne supportent pas la lâcheté de l'autre, ils supportent pas la trahison de l'autre, ils supportent pas le mensonge, ils supportent pas les fausses promesses, etc. Ça va peut-être vous parler. Alors troisième, donc ça c'est le comportement 2, les promesses. Comportement 1, c'est le sentiment d'insécurité avec le manque de confiance qu'on peut avoir en le parent. Donc comment cette confiance elle disparaît? Donc je vous montre un troisième élément. Élément numéro 3, bah en fait l'enfant, comme c'est son parent, quand il a des soucis à l'école, quand il a des soucis avec des copains, avec des copines, ou quand il a fait une bêtise et qu'il a besoin de se confier, il va se confier avec son parent.
Il va se confier à son parent dans un moment intime, dans un moment de vulnérabilité, dans un moment où il a la sensation que le parent peut être là pour lui. Et donc il va aller dire à son parent ce qui s'est passé. Ça peut être, moi j'ai vécu ça avec ma copine, elle a été méchante, alors j'ai été méchante aussi avec elle, elle m'a dit ça, alors je lui ai répondu ça. Et le parent, il va lui dire, ah oui, ok, bon, c'est pas grave, écoute, ça peut arriver. Et au moment voilà, où vous êtes en public, ça peut être le soir à table devant toute votre famille, ça peut être un repas de famille, ça peut être un anniversaire, vous faites une petite bêtise et le parent va vous sortir une phrase du genre «Ah bah mais je suis pas étonnée en même temps, quand tu fais ça avec tes copines et que tu leur mentes et que tu dis ceci, bah maintenant je suis pas étonnée». Donc en fait le parent, il va utiliser l'histoire que vous lui avez dite en toute intimité, en toute confiance, et il va aller l'utiliser et la retourner contre vous dans un moment de vulnérabilité où peut-être vous avez fait une bêtise, un peu comme s'il cherchait à se venger. Ah, tu m'as confié tes pires secrets, bah tu vas voir, je vais te les renvoyer dans la tête à un moment où tu t'y attendras le moins, devant tout le monde pour bien t'humilier. Alors c'est ce qu'ils font, voilà, c'est ce que les parents comment dire, les dévoreurs d'âmes, ils font, en fait, ils vont utiliser la moindre faiblesse contre vous. Alors, ce ne sont pas des faiblesses, mais quand on a la blessure de trahison, on va considérer que c'est une faiblesse. Pourquoi? Parce que nous, on se confie en toute intimité, en toute faiblesse, en toute vulnérabilité à notre parent, en croyant que notre parent, il va nous soutenir, il va nous aider. Et en fait, on se retrouve avec un parent qui va utiliser ça contre nous et qui va le répéter à tout le monde, devant tout le monde, et qui va même aller jusqu'à dire, ah bah en même temps, je suis pas surpris que tu réagisses comme ça, t'as vu ce que t'as fait à ton ami? Donc non seulement on est trahi, mais en plus on est humilié et en plus on se sent abandonné parce qu'en fait on n'est pas soutenu. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un parent dans lesquels on peut se sentir en toute vulnérabilité dans ses bras, on va avoir un parent qui va utiliser la moindre de nos failles contre nous. Et ça fait très mal. Donc ça pour moi c'est une grande forme de trahison. Qu'est-ce que ça va engendrer? Ça va engendrer qu'en fait, les enfants qui vont subir ce genre de comportement par leurs parents, qui vont avoir des parents qui vont retourner leur veste contre eux, en fait, tout simplement, ce qui va se passer, c'est que l'enfant va de moins en moins aller chercher à être consolé par les adultes, par les parents, mais par les adultes. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un enfant qui va plus se confier. Donc l'enfant, en fait, il va arrêter de se confier à un adulte. Pourquoi? Parce qu'il a eu la preuve que quand tu te confies à un adulte, l'adulte, il va te le faire payer ou il va le retourner contre toi ou ensuite il va te montrer à quel point finalement c'était toi le problème, c'est toi la mauvaise personne, etc. Et en fait, au lieu d'être soutenu, au lieu d'être accompagné, au lieu d'être guidé par un parent, parce que le parent, il est là pour guider, il est là pour te montrer que quand tu es un enfant et que tu as fait des mauvaises actions, le parent, il est censé te guider et te dire en tant qu'enfant, écoute, si tu te sens mal parce que tu as blessé ton ami, va lui parler. Va dire à ton ami que en fait, t'as réagi comme ça parce qu'elle t'a blessé quand elle a dit ça et que toi tu lui as dit ça mais tu le pensais pas. Ça, c'est normal. Mais quand le parent, au lieu de faire ça, il dit ah oui, je comprends et qu'après, en fait, derrière, il te trahit, il te poignarde dans le dos ou il retourne la situation contre toi devant tout le monde parce qu'ils font toujours ça en public. Hein. Les dévoreurs d'âmes, ils vont faire ça en public. Ils vont pas faire ça quand il y a personne. Ils vont bien t'humilier en public. Ça, c'est de la putain de trahison. Donc, ça peut déclencher la blessure de trahison, la blessure d'humiliation, la blessure d'abandon. Ça peut déclencher, ouais, la blessure d'injustice, je dirais. Pas sûr pour la blessure de rejet, puisque on n'est pas dans un moment où on est existant. Quand le dévoreur d'âme répète tout devant tout le monde, alors que vous lui avez tout confié en toute intimité, on est plus dans l'abandon, la trahison et l'injustice. Donc voilà, ça ce sont le genre de petits événements qu'on peut vivre et par lesquels on peut se sentir trahi. C'est extrêmement violent, je trouve, d'être l'enfant d'un parent avec qui on ne peut pas se retrouver en toute vulnérabilité. Donc qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer beaucoup de problématiques dans le sens où on va plus se sentir en sécurité de se confier en quelqu'un. Donc ça peut, par exemple, quand on vit beaucoup ça, moi je sais qu'après je me confiais plus à personne, pas même à mes amis, parce que si c'est pour qu'on se fasse trahir de cette façon-là, ça sert à rien. Tu dis que tu as été blessé à quelqu'un et la personne ensuite elle se moque de toi ou elle retourne ça contre toi. Voilà, la blessure de trahison, elle peut en fait couper le sentiment de pouvoir avoir confiance en quelqu'un. Déjà on le vit tous les jours et surtout on est invalidé en fait en permanence et je pense que c'est ça, je dirais que le quatrième point, c'est quand le parent, il invalide en permanence les sentiments de l'enfant. J'ai dû déjà vous en parler dans les autres vidéos, notamment avec la blessure de rejet, c'est qu'on n'a pas le droit de s'exprimer, on n'a pas le droit d'exister, on n'a pas le droit de dire qu'on n'est pas d'accord, on n'a pas le droit de dire qu'on ressent, on n'a pas le droit de parler, on doit se taire, machin, etc. On a un parent qui est surcontrôlant, mais c'est au-delà de ça. C'est que devant nous, le parent va invalider nos émotions et nos ressentis, et souvent en public. Et ça, putain, ça fait mal. Mais vraiment, parce que c'est assez traumatique, je trouve, parce que le vivre à répétition, être invalidé dans nos émotions, dans nos ressentis, dans nos blessures, en permanence, tous les jours, à répétition, et devant les autres en plus, moi je trouve que ça crée des putains de traumatismes. Parce que être invalidé, c'est l'une des pires blessures, je trouve. Parce que ça détruit l'identité de l'enfant.
Un autre point qui peut amener à la blessure de trahison, c'est quand le parent dévoreur d'âme, il infantilise l'enfant. Il y a quelque chose qui est très très présent dans les relations parents à enfant avec le dévoreur d'âme. Bah, la première, c'est que le dévoreur d'âme n'est pas adulte, ce n'est pas un parent, il est immature émotionnellement, il est immature au niveau des responsabilités. Ça veut dire qu'il ne prend jamais ses responsabilités d'adulte, ni au niveau de sa carrière, ni au niveau de ses finances, ni au niveau de ce qu'il se doit de faire pour éduquer son enfant, ni au niveau du cadre pour l'enfant, ni au niveau des limites qu'il doit donner à l'enfant. D'où le fait que ça engendre des enfants rois, ni au niveau de ce qu'il doit apporter à l'enfant pour que l'enfant se construise. Vraiment, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a pas, nous, quand on a un parent dévoreur d'âme, on n'a pas un adulte face à nous, on a un enfant. Donc c'est extrêmement éprouvant parce qu'en tant qu'enfant, on devient le parent. Et on doit prendre à charge toutes les choses que le parent ne fait pas. Parce que quand l'enfant, il n'a pas un parent qui prend à charge les responsabilités, mais qui sait qui doit le faire. Sur qui ça retombe? Pas sur les enfants. Et ça, c'est l'une des grosses problématiques des parents immatures et des parents dysfonctionnels. C'est qu'en fait, l'enfant, il va devoir prendre à charge, beaucoup trop jeune, des compétences, des responsabilités administratives, financières, sur des prises de décision sur les courses, sur la maison, sur tout ce qui est à charge en fait dans une maison. Ben, lui, l'enfant, à 6 ans, il peut être amené à avoir des responsabilités, une charge mentale qui est celle équivalente à un adulte. Et ça, c'est extrêmement destructeur. Moi, j'ai vécu ça et ça m'a beaucoup détruite à l'intérieur. Je le vis encore très mal aujourd'hui. Et c'est pour ça que, par exemple, moi, je supporte pas de vivre au sein d'une maison avec des gens. Par exemple, quand je pars aux vacances aujourd'hui, on me disait souvent pendant mes formations, mais pourquoi t'es pas en colocation? Bah, j'ai besoin d'être seule en fait. J'ai pas envie d'être responsable dans une maison parce qu'il y en a un qui a pas passé un coup d'éponge derrière lui alors qu'il est adulte. J'ai pas envie parce que j'ai tellement vécu ça quand j'avais 6 ans, quand j'avais 7 ans, quand j'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans, à un âge où c'était pas censé être de ma responsabilité de devoir gérer des choses d'adulte que bah aujourd'hui en tant qu'adulte, je ne supporte plus la moindre phrase, la moindre réflexion, la moindre incapacité de l'autre adulte de se prendre en charge. C'est juste plus possible. Donc, je suis très heureuse toute seule. Tant que j'aurais pas réparé ça, je ne pourrais pas vivre avec quelqu'un. Fin de l'histoire. Moi, ça me dérange pas. Je suis très heureuse. Et j'ai pas envie d'avoir à gérer les problématiques de vie des autres. C'est bon, stop, en fait. Moi, ma limite, elle est installée. Je me gère toute seule. J'ai besoin de solitude. J'ai besoin de calme. J'ai besoin, d'être dans un environnement qui me plaît et qui me convient. Et je peux plus. Je peux plus supporter les gens qui sont pas responsables d'eux. C'est juste plus possible. En amitié, en relation amoureuse, en colocation, dans le travail, ça n'est plus possible. J'arrive à un stade où je suis comme on appelle ça, overwhelmed. La moindre surcharge, ben pour moi c'est, je vais surréagir, je vais pas le supporter. Donc je le sais, donc bah je vais pas aller provoquer la situation. Dans ce cas-là, je l'explique aux gens, bah non, je préfère être seule, bah non, écoute, pour l'instant, je suis à un stade de ma vie où voilà, c'est très bien comme ça. Et j'en ai conscience et je peux l'expliquer. Et du coup, je vais juste me réparer, et puis ça ira mieux. Puis dans 5-10 ans, ce sera plus une problématique, vous voyez. Mais les conséquences de la trahison, les conséquences des blessures émotionnelles dont je vous parle dans cette série de vidéos spéciales dédiées au comment on vit telle ou telle blessure, c'est ça. C'est on arrive très jeune, en étant adulte, à ne plus supporter des choses ou à surréagir parce qu'en fait, on l'a tellement vécu à des âges dans l'enfance où on n'aurait pas dû les vivre. Parce que ça, c'est pas arrivé dans des familles fonctionnelles. Ça n'arrive pas chez les autres, mais chez nous, ça arrive. Ce qui fait qu'en tant qu'adulte, on supporte plus en fait. Donc voilà, donc posez-vous la question, quand est-ce que je supporte plus quelque chose? À quelle blessure ça fait appel? Quand est-ce que je surréagis? Dans quelle situation, dans quel événement, dans quel contexte est-ce que je ne supporte plus quelque chose ou est-ce que je surréagis? Et derrière, quelle blessure ça vient révéler? Et vous allez vite vous rendre compte qu'en fait, tous ces moments, toutes ces situations, ces événements où vous surréagissez, où vous ne supportez pas quelque chose, et ben en fait, c'est que juste, il y a une overdose, il y a un souvenir traumatique derrière. D'où l'importance de faire de l'EFT. Moi, cette technique de médecine douce alternative, pour moi, elle est primordiale parce que c'est vraiment avec elle que je résous toutes ces charges, en fait. Toutes ces charges traumatiques, toutes ces charges émotionnelles. Et enfin, 6e point, je pense que c'est le dernier que j'ai abordé avec vous. Et là, je pense que ça va vraiment parler à beaucoup d'entre vous. On est dans des familles dysfonctionnelles où les enfants vont tout faire pour pas se faire violenter par le parent dévoreur d'âme. Donc, et c'est là que ça devient compliqué, le lien avec les frères et sœurs qu'on vit, on est dans un jeu de pouvoir. Voilà, ça c'est dur à dire, c'est difficile, ça me fait beaucoup de mal de dire ça.
mais c'était la réalité, c'était vraiment un jeu de pouvoir en tout cas. Vous avez probablement été complètement influencé par l'éducation de votre parent dévoreur d'âme, qui a probablement instauré, au-delà de la terreur chez les enfants, de la peur, il a instauré en fait un système, il y a une systémie, hein, il y a une systémie avec le dévoreur d'âme dans les familles où parfois, alors c'est pas le cas tout le temps, et merci, heureusement, mais malheureusement il y a quand même un jeu de pouvoir avec les frères et sœurs, et en fait parfois va y avoir certains frères et sœurs qui vont dénoncer, qui vont trahir. On n'est pas sur l'enfant qui va dire ah mais il m'a blessé, ah mais il arrête pas de me crier dessus, ah mais il m'a mordu. On n'est pas là-dessus. On n'est pas là-dessus. On est sur je sais pas comment vous expliquer ça. On est vraiment dans une optique où on va avoir un frère ou une sœur qui va tout faire pour se faire aduler par le parent, pour pas se faire martyriser. On n'est pas sur un enfant qui va chercher à être aimé par son parent parce que le parent ne lui montre pas d'affection, parce que ça peut arriver, hein. Dans la blessure d'abandon, la blessure d'abandon, souvent l'enfant et les dépendants affectifs, peut-être que vous allez vous reconnaître, l'enfant ne va pas supporter les jugements du parent. Ça peut, même à 30 ans, hein, même à 40 ans, hein, ça peut vous affecter. Si votre parent n'est pas d'accord avec vous, vous allez vous plier à ce dont il est d'accord, vous allez tout faire pour lui plaire, pour le séduire, parce que vous avez besoin d'être soutenu par lui dans la blessure d'abandon. On n'est pas dans cette notion-là où l'enfant a besoin d'être soutenu par le parent. Et le problème quand on a des frères et des sœurs et qu'on est dans une systémie où faut que tout le monde s'écrase les uns et les autres, c'est qu'en fait on va avoir un frère ou une sœur qui va prendre un malin plaisir à nous faire du mal en allant nous dénoncer, parce que pendant ce temps-là, le parent dominant va s'en prendre à nous et il va pas s'en prendre à lui. Donc on est vraiment dans une systémie où c'est pour se protéger qu'on dénonce l'autre, et c'est pas du tout pour être aimé, parce qu'on est dans l'indépendant affectif, parce qu'on est dans la blessure d'abandon, ou c'est pas du tout parce qu'on n'existe pas auprès de notre parent, parce qu'on est dans la blessure de rejet et qu'on a envie de devenir visible. Non, non. C'est bien parce qu'en fait, pendant ce temps-là, le parent ne s'en prend pas à nous, il s'en prend à l'autre. Et donc, on se sent énormément trahi par nos frères et sœurs, parce qu'il y a un jeu de pouvoir. Il y a un jeu de pouvoir où celui qui dénonce, c'est celui qui est adulé par le parent. Et comme le parent, il a instauré en place ce système-là, les enfants vont y répondre de manière consciente et inconsciente. Alors attention, ça sert à rien de dire oui, c'est ta faute à lui, gna gna gna, quand on a 15 ans, machin. Ça résoudra pas le problème. Bien sûr, quand on est enfant, on le vit et on le dit. Pareil quand on est ado. Mais quand on est adulte, à un moment, en fait, il faut aller regarder, au-delà du fait qu'on s'est senti trahi par nos frères et sœurs, qu'on les déteste, que machin, ceci, cela, faut aller voir ce qui s'est passé aussi chez l'autre pour comprendre pourquoi il a réagi comme ça. Et en fait, souvent, ce qu'on peut se rendre compte quand on regarde comment les liens fraternels ont fonctionné dans l'enfance, dans une famille dysfonctionnelle, en fait, les liens entre frères et sœurs répondaient tout simplement à l'éducation et au système instauré par les parents. Donc si, dans les parents, il y en a un qui domine l'autre dans la relation de couple, et les enfants, ils vont reproduire quoi? Ils vont reproduire une situation où il y en a un qui va dominer l'autre. Et ça va créer quoi? Ça va faire que les enfants entre eux vont pas se soutenir, vont pas créer une solidarité, vont pas se faire confiance, vont pas hésiter à se trahir, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a vraiment un jeu de pouvoir en permanence, et je trouve que rien que de vous en parler, je suis en train de réaliser à quel point c'était épuisant en tant qu'enfant, de vivre dans une systémie où si tu dénonces pas l'autre, tu payes le prix. Et si on dénonce toi, tu payes le prix. En fait, on est en permanence en train de perdre la partie. Quoi qu'on fasse en tant qu'enfant d'un système pareil, en permanence, on va souffrir. Et c'est ça, je trouve, qui est le plus dur. Et moi, je trouve que dans la blessure de trahison, c'est vraiment cette notion où, derrière tout ce que je vous ai dit, finalement, qu'est-ce qu'il y a qui est encore plus puissant que les 6 exemples, les 6 petits détails malheureux de rien du tout que je vous ai parlé. La confiance, la sécurité, l'infantilisation, l'invalidation émotionnelle, affective ou l'invalidation dans nos compétences, dans notre apprentissage. Au-delà du fait que je vous ai parlé des promesses, des mensonges, des moments intimes quand on se confie aux parents et qu'ensuite il va nous trahir. Je crois que le plus éprouvant dans la trahison, c'est de savoir que quoi que tu fasses, on va te planter un poignard dans le dos. Et ça, c'est tellement, tellement violent quand t'as 5 ans, quand t'as 6 ans, quand t'as 10 ans. Après, je trouve que quand tu prends de l'âge, quand t'as 12, 13, 14, 15 ans, c'est un peu plus facile à gérer parce que quand on devient adolescent, c'est pas qu'on prend plus de force, mais en tout cas, on a plus d'armes émotionnelles, d'armes dans le langage pour se défendre, etc., etc. Alors, ça veut pas dire que c'est juste, hein, et ça veut pas dire que c'est normal. Mais je trouve que quand on est ado, ça va être plus facile à gérer parce qu'on peut se défendre au niveau de la parole, on peut se défendre au niveau des comportements,
on peut aller peut-être dormir chez des amis, etc., etc. Quand on est enfant, on est totalement sous le joug du parent. Voilà mes belles lumières, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime, ça me permet de savoir qu'est-ce que vous aimez le plus sur ma chaîne, si je parle plus des traumas ou si je parle plus des émotions, parce que c'est pas du tout la même chose. Bien que ce soit lié, les traumas c'est le cerveau, les émotions bah c'est les émotions, c'est le cœur, c'est l'âme. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, je vous envoie plein d'amour et de lumière et je vous fais plein de bisous moustachus d'amour et de lumière. Mouah.